Prima ringraziare il macro asilo Giorgio De Finis e Maria Laura Cavaliere per questa invitazione, ringraziare Ilaria Bussoni per la sua efficace mediazione, ringraziare la traduttrice e voi tutti per essere stasera qui. Bon, adesso parlerò francese. Ok, non portugais, française. Bon. Je précise donc d'abord l'objet de mon intervention. Je n'ai pas l'intention de dire ce que sont l'art et la politique aujourd'hui, et moins encore ce qu'ils devraient être. Je m'intéresserai à quelques formes singulières qui posent la question des frontières ou de l'effacement des frontières entre ce qu'on appelle couramment art et ce qu'on appelle couramment politique. Donc, je partirai pour poser le problème de l'analyse de deux exemples. J'essaierai ensuite de retracer quelques éléments de la généalogie du problème et, dans un troisième temps, j'essaierai d'analyser la façon dont les données de ce problème, disons, se sont transformées récemment. Je partirai donc de deux performances artistiques de ces 10 dernières années, situées en deux lieux emblématiques. D'un côté, l'espace de l'exposition artistique, où on présente des œuvres qui, éventuellement, se donnent des fins politiques, et de l'autre, celui de la place publique, où se déroulent des manifestations politiques, mais aussi, quelquefois, des performances d'art in situ. Mon premier exemple sera donc une performance d'art présentée en 2011 à la Biennale de Venise. Bon, les installations, performances ou œuvres multimédia présentées à la Biennale n'ont plus grand-chose à voir avec les peintures et les sculptures que ces pavillons exposaient à l'origine. Mais une chose reste semblable, à savoir justement l'existence de ces pavillons nationaux où les pays sont censés exposer les œuvres de leurs artistes. Mais cette division par nation se prête elle-même à des opérations politiques de brouillage des identités. C'est ainsi qu'en 2011, le pavillon polonais présentait l'œuvre de Yael Bartana, artiste israélienne qui est connue pour son œuvre critique à l'égard de la politique colonisatrice de l'État israélien. L'œuvre s'intitulait « And Europe Will Be Stunned ». Donc, c'est ainsi qu'en 2011, le pavillon polonais de la Biennale présentait l'œuvre de Yael Bartana, artiste israélienne qui est connue par ailleurs pour son œuvre critique à l'égard de la politique de l'État israélien. L'œuvre s'intitulait « And Europe Will Be Stunned » et se présentait comme une installation de 3 films projetés en même temps sur 3 écrans qui montraient 3 épisodes d'un même récit fictionnel, le retour des Juifs en Pologne. Le premier montrait un jeune leader polonais parlant dans un stade pour inviter les Juifs au retour. Alors, est-ce que ça va marcher? Non. Bon. Donc, le second, un groupe de pionniers, c'est bon, qui élevait une tour de bois et qui érigeait à son sommet un drapeau qui mêlait l'aigle polonais à l'étoile de David. Le troisième montrait les funérailles du leader assassiné. Donc, d'un côté, donc, ce dispositif se présentait clairement comme une installation d'art. Cette installation d'art prenait la politique pour objet, mais elle ne le faisait pas en dénonçant une situation ou en délivrant un message. Elle le faisait en brouillant les repères, en séparant réalité et fiction. Elle racontait une histoire invraisemblable, mais elle peuplait cette histoire invraisemblable d'images qui évoquaient les récits et les images que le XXe siècle avait consacrés à l'épopée des constructeurs d'une vie nouvelle, depuis les pionniers soviétiques jusqu'aux kibbutzim. Ce rapport entre réalité et fiction se trouvait seulement complexifié à la sortie de la salle.
En effet, les visiteurs y recevaient des tracts et des fascicules de propagande d'un mouvement de renaissance juif en Pologne, qui se présentait, lui, comme un mouvement réel. De la sorte, le récit fictionnel présenté à l'intérieur pouvait apparaître comme une manifestation artistique de l'activité de ce groupe politique présenté comme réel. Donc, le dispositif d'ensemble se situait sur une frontière mouvante entre deux choses, une œuvre artistique traitant de politique et une action politique employant les moyens de l'art. Il se tenait sur cette frontière en jouant sur le rapport entre trois autres frontières, la frontière matérielle entre l'intérieur et l'extérieur d'un bâtiment, mais aussi les frontières symboliques mouvantes entre le musée et son dehors et entre la réalité et la fiction. Bon, mon second exemple est apparemment plus simple. C'est une performance artistique à visée politique mise en œuvre sur une place publique. Celle-ci a eu lieu en septembre 2016 à Bogota, sur la place Bolivar, donc grande place centrale, dans un contexte bien spécifique, après que le traité signé par le gouvernement avec la guérilla pour mettre fin à la guerre civile ait été repoussé par la majorité des électeurs. Bon, cet échec motiva de nouveaux efforts du camp de la paix et notamment ce projet de performance collective de l'artiste colombienne Doris Salcedo, intitulé Sumando Ausencias. Elle assembla une liste de 2000 noms parmi ceux qui, durant ces 50 années, avaient été tués par la guérilla, l'armée régulière ou les milices paramilitaires. Elle fit appel à des bénévoles pour écrire chacun de ces noms à l'aide de cendres sur un morceau de tissu, puis pour assembler tous ces morceaux afin de confectionner un immense tissu blanc couvrant toute la place Bolivar. Ce n'était pas simplement un linceul rendant hommage aux morts, c'était un acte de réparation, la manifestation d'un désir collectif de paix matérialisé par la coopération de milliers de volontaires. Donc, en assemblant les morceaux de ce tissu, ceux-ci participaient au tissage d'une communauté réconciliée sur une place qui avait été le théâtre d'un des épisodes les plus violents de la guerre civile. Donc, la performance artistique s'apparentait à ces démonstrations symboliques qui appartiennent à la politique proprement dite. Mais précisément, c'est cette parenté qui créa la polémique. En effet, quelques jours auparavant, il y avait eu une manifestation étudiante pour la paix et à la suite de cette manifestation, un groupe d'activistes avait décidé de demeurer sur place et d'y installer les tentes d'un camp de la paix. Or, l'œuvre des bénévoles donc, qui tissaient le symbole de paix obligea le camp de la paix à déménager et à s'installer tout au bout de la place, séparé par une barrière. On accusa alors l'œuvre de Doris Salcedo de chasser l'action politique effective au profit d'un simulacre, donc ce blanc tapis artistique qui, disait-on, esthétisait la souffrance des victimes pour le plaisir des amateurs d'art et des touristes, et qui comptait les absences quand l'action politique consiste à compter les présents. Mais s'il fallait revendiquer ainsi le privilège de la vraie politique sur son imitation artistique, c'est justement que la différence n'allait pas de soi. De fait, ces deux performances, situées l'une dans un espace d'art, l'autre sur une place publique, nous montrent l'impossibilité de mettre clairement d'un côté la politique, considérée comme le domaine de l'action collective, effective, et de l'autre, l'art, considéré comme le domaine de la création individuelle et de la contemplation esthétique. Sur la place Bolivar, la performance artistique de Doris Salcedo et l'action des militants du camp de la paix partagent quelques traits communs. Toutes deux impliquent l'action d'un collectif. Toutes deux visent à agir sur une situation politique à travers une altération momentanée du paysage du visible. Toutes deux investissent à cette fin un espace matériel qu'elles transforment en espace symbolique.
dans le pavillon polonais de la Biennale, l'installation de Yaël Bartana nous rappelait, elle, que la politique est d'abord la construction d'un monde sensible spécifique à travers une multitude de performances qui sont communes avec celles des artistes, des mots, des images, des récits, des performances indissolublement matérielles et symboliques, comme l'érection de la tour ou les funérailles du leader, ou même simplement le geste de tendre des tracts aux passants. En politique comme en art, il s'agit de créer, à partir d'éléments matériels et symboliques divers, l'unité d'une forme d'expérience sensible partagée. En bref, il s'agit d'une affaire esthétique. Bon, esthétique, simplement, ne signifie pas d'abord ce qui concerne l'art ou la beauté. Cela signifie ce qui concerne l'expérience sensible, ce qui concerne la capacité de construire et d'éprouver telle ou telle forme de cette expérience en liant des perceptions et en leur donnant un sens. La politique, en ce sens, a toujours été une affaire esthétique. Une sphère d'expérience, cela veut dire quoi? Ça veut dire le découpage de temps et de lieux spécifiques qui sont à la fois matériels et symboliques. Ça veut dire la détermination d'objets communs dont on s'occupe sur ces lieux et dans ces temps. Cela veut dire aussi la détermination de capacité ou d'incapacité spécifique à percevoir ces objets communs, à en parler et à agir à leur sujet. La politique, ce n'est pas l'exercice du pouvoir en général, c'est l'exercice du pouvoir lié à la capacité de percevoir et de formuler ce qui est commun à une communauté. C'est ce que signifie la célèbre formule d'Aristote liant la politique à l'exercice d'une capacité propre, le logos humain, capable, dit-il, de mettre en discussion le juste et l'injuste, à la différence de la voix animale qui est seulement capable d'exprimer le plaisir et la peine. Mais la politique, ce n'est pas simplement le simple exercice de cette faculté, c'est bien plutôt le conflit sur son existence et sur les formes de sa manifestation. En effet, la performance du sujet nommé peuple, sa capacité à percevoir le juste et même la nature de sa parole sont d'emblée sujets à contestation. Pour le maître d'Aristote, Platon, les membres de l'Assemblée démocratique sont seulement des animaux bruyants qui claquent leurs mains ou qui grognent selon que les paroles de l'orateur leur apportent plaisir ou peine. Et l'idée même d'un espace-temps de la parole politique partagée pour tous et par tous et pour lui contradictoire, les artisans qui vivent dans l'espace-temps de la nécessité quotidienne n'ont pas pour lui la capacité de prendre part à une discussion sur le juste et l'injuste. Donc, l'exercice de cette capacité est toujours un exercice polémique. Ceux auxquels on ne reconnaît pas la capacité de percevoir les choses communes et d'en parler, doivent construire les formes dans lesquelles ils montrent posséder cette capacité qui leur est déniée. Bon, c'est ce que font les plébéiens romains en révolte dans le récit fictionnel de la sécession sur l'Aventin que j'ai commenté dans mon livre « La mésentente ». Les plébéiens ne se contentent pas de revendiquer leurs droits, ils créent une scène où ils démontrent qu'ils sont des êtres parlants à ceux qui ne les entendent que comme des animaux bruyants. Bon, c'est la même démonstration, au fond, que ne cessent de refaire ceux et celles qui envahissent et qui occupent les rues pour faire entendre leurs paroles face à un pouvoir qui n'entend jamais de leur manifestation que le bruit d'une colère, d'une frustration ou d'un mal-être. Le conflit sur l'Aventin, qui ne cesse de se rejouer, n'oppose pas simplement deux forces sociales en conflit. Il oppose deux mondes sensibles. Un monde où la parole plébéienne n'est entendue comme du bruit, et un monde où elle se fait entendre comme parole. Ce second monde ne s'impose qu'en perturbant la distribution normale des espaces et des temps qui définit la sphère officielle des affaires publiques, c'est-à-dire leur distribution hiérarchique. L'esthétique de la politique peut alors être définie comme articulation de trois relations, un être ensemble, un être à côté et un être contre.
Cette configuration complexe rend impossible de lui donner des frontières définies. La politique est une sphère d'expérience dans la mesure même où il est impossible de circonscrire son espace et de tracer ses frontières. On peut en dire autant de la sphère d'expérience que nous nommons art. Cette sphère d'expérience, c'est beaucoup plus que l'addition d'un certain nombre de pratiques. Nous savons en effet que la musique, la peinture, la sculpture, la danse et d'autres pratiques dites artistiques ont existé pendant des millénaires sans pour autant qu'on trouve définie une sphère d'expérience nommée art. Pourquoi ? Parce que la notion d'art désignait simplement un savoir-faire en général. Parmi ces savoir-faire, les uns étaient appelés mécaniques parce qu'ils répondaient à des besoins utilitaires et étaient l'œuvre d'artisans. Les autres étaient appelés libéraux parce qu'ils étaient destinés à la jouissance d'hommes auxquels leur rang et leur fortune permettaient des formes d'expérience sensible allant au-delà des simples besoins. Ce n'était donc pas simplement une division pratique entre deux sortes d'art, mais une hiérarchie symbolique entre deux sortes d'êtres humains qui ne partageaient pas la même expérience sensible. Donc, la condition d'existence de l'art comme sphère d'expérience spécifique est au fond la même que celle de la politique. Elle implique la définition d'une forme d'expérience sensible partagée par tous. Donc, elle implique la transgression de la hiérarchie entre deux types d'humains. Bon, cette transgression s'est produite en fait bien plus tard pour l'art que pour la politique, puisque c'est seulement à la fin du XVIIIe siècle de notre ère qu'une sphère d'expérience nommée art s'est trouvée identifiée comme telle au singulier à travers trois grands repères: un lieu spécifique, le musée, une capacité spécifique nommée jugement esthétique et un temps spécifique, l'histoire. L'histoire pensée elle-même comme le devenir d'un sujet nommé peuple. Ce rapport entre un lieu, une capacité, un temps et un sujet est ce qui soutient l'existence de l'art comme sphère d'expérience spécifique. Mais c'est aussi ce qui rend problématique la détermination de ces frontières. D'un côté, on peut dire que l'art est né avec un espace-temps spécifique, celui du musée. Dans cet espace-temps, les œuvres étaient séparées de leur destination originelle, au service de la foi religieuse, de la gloire des princes ou du plaisir des élites. Elles étaient détachées de l'univers hiérarchisé au sein duquel elles avaient été produites et appréciées jusque-là. Et elles étaient offertes à des spectateurs anonymes comme objet d'une expérience spécifique. À cette expérience a correspondu la définition d'une capacité spécifique. Cette capacité partagée en droit par tous, c'est d'abord Kant qui l'a formulée comme jugement esthétique, puis Schiller l'a reformulée comme libre jeu de l'esprit en face de la libre apparence des œuvres. Bon, on dénonce toujours cette espèce d'universalité de la capacité esthétique comme le masque d'une distinction de classe déniée. Mais je crois que cette dénonciation, en fait, masque le fond du problème. Le fond du problème, c'est que dès le début, il y a une double localisation de l'art. Parce que le libre jeu du sujet esthétique, en face de la libre apparence de la statue grecque, ce n'est pas une affaire d'esthète. Pour Schiller, pour ses contemporains, cette libre apparence n'est libre que comme expression d'un peuple libre. Bon, bien sûr, le peuple grec mythique, mais un peuple libre, dans leur perspective, ce n'est pas simplement un peuple qui n'est pas soumis à un autre. C'est un peuple dont l'activité ne se sépare pas en sphères d'activités différentes. Un peuple, donc, pour lequel les formes de l'art ne sont pas séparées des formes de la vie. Et par conséquent, un peuple libre, c'est un peuple qui n'a pas de musée. Dès l'origine, donc, on peut dire, le lieu séparé de l'art se trouve couplé avec son contraire. Un art qui n'a pas de lieu séparé, un art qui est immanent aux formes de vie d'un peuple. Donc l'art est, comme la politique, marqué par une contradiction essentielle. Ce qui est vu comme art dans le musée
est posé en même temps comme quelque chose qui n'était pas de l'art pour ceux qui l'ont fait. Donc son origine est rapportée à la forme de vie historique d'un peuple. Bon, et du même coup, la destination finale de l'art est posée, elle aussi, hors de son existence séparée, dans la forme de vie d'un peuple libre à venir. Donc la relation entre art et politique s'est constituée historiquement comme relation entre deux sphères d'expérience, mais qui ont une caractéristique commune, à savoir l'instabilité de leurs frontières. Cette instabilité n'est pas accidentelle, et elle n'est pas nouvelle en un sens, elle est constitutive. La politique est politique en tant qu'elle est un conflit pour savoir qui est inclus dans sa sphère et pour juger la nature des performances qu'on y exécute. L'art est art dans la mesure où il n'était pas de l'art et est appelé à ne plus être de l'art. Cette double instabilité existe elle-même comme forme d'un rapport entre deux mondes opposés, un monde de capacités séparées et hiérarchisées et un monde où s'exerce une capacité égale. À partir de là, se sont déployées une multitude de relations, de proximité ou de distance, de recoupement ou de confusion. Cette diversité, cependant, a été réglée par l'opposition de deux grands paradigmes, qui sont deux grands paradigmes du rapport entre un dedans et un dehors. On pourrait appeler le premier un paradigme architectural, fusionnel, et le second, un paradigme théâtral critique. Le premier paradigme a été formulé de la façon la plus concise par Malevich lorsqu'il a dit que dans le nouveau monde révolutionnaire, les artistes ne créeraient plus des œuvres d'art, mais des formes de vie, et que les musées n'abriteraient plus des statues grecques, mais des projets pour le futur. Donc l'art a alors pour lieu l'espace entier d'une vie nouvelle. Il n'est plus à côté, de même en un sens que la politique n'est plus contre. Tous deux se fondent dans une pratique unique pour créer une forme d'être ensemble où la distinction entre deux catégories d'êtres humains a disparu, de même que la séparation entre un monde de l'utilité et un monde de l'art. Les artistes deviennent alors architectes en un double sens. Ils construisent des édifices, du matériel urbain, des affiches ou des objets destinés à la vie quotidienne. Mais aussi, ils tissent le sensorium au sein duquel ces productions doivent être perçues. Perçues non pas simplement comme des objets utilitaires, mais pour les symboles d'une vie non divisée. Bon, ainsi en est-il des célèbres constructions de Tatlin, dont les lignes obliques dénient à la fois les repères physiques, disons, et les repères symboliques du haut et du bas, pour situer, au fond, les architectures proposées moins dans l'espace que dans le temps. Bon, nous savons que ces projets d'un art sorti du musée sont restés pour l'essentiel des maquettes, et aujourd'hui, leurs copies, fidèles ou détournées, peuplent les musées et les expositions d'art. Mais au fond, ce retour dans l'espace muséal témoigne de la façon dont l'espace muséal lui-même a été transformé par l'action d'un second paradigme. Le paradigme qu'on peut dire celui de l'art critique. Critique en son sens premier, ça veut dire ce qui sépare. L'art critique s'oppose donc à la fusion de l'art et de la réalité. Il veut faire du lieu de l'art un lieu spécifique servant à la politique, mais ne se confondant pas avec elle. Pour cela, le lieu privilégié s'est trouvé être le théâtre. Le théâtre, en effet, est un lieu séparé qui produit une manifestation d'art spécifique. C'est aussi un lieu où la parole se fait acte et produit des effets d'une manière analogue à ce qui se passe en politique. Et au fond, cette dualité a fait voir en lui une forme spécifique de propédeutique à l'action politique. Mais cette propédeutique elle-même donne lieu à ambiguïté. Et c'est cette ambiguïté qui caractérise, on peut dire, la forme canonique du modèle critique, celle de la distanciation brechtienne. Selon l'interprétation dominante, la distanciation consiste à rendre étrange
des situations ordinaires et elle invite ainsi le spectateur à s'interroger sur les raisons de cette étrangeté, à en découvrir le secret dans la réalité des contradictions sociales et à faire de cette connaissance une arme dans le combat. Or, je crois que cette conception pédagogique de l'effet théâtral est problématique. Peut-être que si l'action théâtrale a un effet dans la sphère politique, ce n'est pas tellement en ouvrant l'espace des explications de la science sociale, c'est plutôt au contraire en coupant à travers le réseau de ces explications, en opérant des raccourcis qui condensent ces relations en un conflit déterminé, porté à sa résolution. En somme, si le théâtre est politique, c'est plus par sa parenté avec la performance politique, parce que la performance politique aussi coupe à travers la complexité des relations sociales pour instaurer la scène de ces conflits. En ce sens, donc, l'étrangeté de la distanciation brechtienne, qui exprime les rapports sociaux à travers des dialogues en vers entre marchands de choux-fleurs, est peut-être de même nature que l'étrangeté de la démarche des plébéiens, qui installent sur l'Aventin une scène où ils font comme si leurs paroles étaient entendues comme discours, alors que les patriciens n'y entendent que du bruit. Ce qui s'oppose à la fusion architecturale de l'art et de la politique, c'est leur analogie théâtrale, leur manière commune de découper des scènes où les mots deviennent des actes dont l'effet est attendu sur une autre scène. À ce moment-là, c'est au fond en jouant sur l'indétermination de la frontière que la performance critique trouve son efficacité, et non pas dans sa capacité supposée de dévoiler une vérité cachée. C'est peut-être ce qui explique l'inefficacité de toutes ces installations critiques qui prétendaient, par le clash visuel d'éléments hétérogènes, rendre les spectateurs conscients de relations sociales que de toute façon personne n'ignorait. Je crois que le problème commun aux performances de l'art et à celles de la politique, ce n'est pas de révéler les relations sociales, mais de les déplacer en les condensant. Pour comprendre comment ces deux paradigmes fonctionnent aujourd'hui, comment ils s'opposent ou s'entremêlent, je partirai de l'examen de deux installations ou performances de ces 10 dernières années. Toutes deux ont en commun une même référence au paradigme architectural, mais toutes deux le traitent selon une dramaturgie inspirée par la tradition critique. Bon, je parlais plus haut de ces tours ou tribunes jamais réalisées de Tatlin, dont les copies foisonnent dans les expositions récentes. C'est ainsi qu'en 2008, Ai Weiwei présentait à la tête Liverpool, sous le titre « Work in Progress », une copie du monument à la 3e internationale. Donc, cette copie prenait la forme d'une fontaine de lumière installée sur une plateforme flottant sur l'eau d'un bassin. Donc, cette copie d'un monument emblématique du paradigme architectural se trouvait détachée de l'univers au sein duquel il avait été conçu. Bon, je pense que cette opération est caractéristique de cette forme emblématique de l'art contemporain qu'est l'installation. Bon, l'installation ramène dans l'espace muséal le projet architectural, à savoir celui d'un art structurant un espace commun au lieu d'être accroché sur un mur comme objet de contemplation. Mais des architectures comme celle-ci ne sont plus liées à aucun projet de construction d'un nouveau sensorium. Elles deviennent des architectures distanciées, transformées en personnages de théâtre critique et théâtralisant l'espace du musée. Mais ce dispositif critique ne conduit plus à une interprétation globale du monde qui proposerait les armes d'un combat. Dans cette tour lumineuse qui flotte sur l'eau, on pouvait voir une parodie montrant le destin dérisoire des grandes utopies, en un temps où toute chose était devenue aussi liquide que le bassin sur lequel flottait la pièce. On pouvait aussi voir là une référence au lieu où la pièce était exposée, un espace d'art, un musée construit dans les entrepôts désaffectés d'un port qui avait été, au temps de Marx et d'Engels, un centre du commerce mondial, avant d'être victime récemment de la containerisation. On pouvait donc y voir à son gré un symbole de la fin du communisme, un symbole de l'évolution du capitalisme, ou même
un symbole de l'art puisque celui-ci maintenant s'installait dans les espaces désertés par l'industrie. Mais justement, aucune grille interprétative ne fixait le jeu des symboles. Ceux-ci renvoyaient l'un à l'autre de façon circulaire, sans s'orienter vers aucun sens décidable et portant à décision. La tour restait donc là, comme symbole d'un communisme, mais déconnecté de fond la machine interprétative marxiste qui lui donnait sens. L'architecture était devenue théâtre, mais ce théâtre, à son tour, se transformait en un groupe sculptural. Et l'efficacité de ce groupe, c'était justement son indécidabilité, sa capacité d'alimenter la rêverie devant la mise en scène de cet art qui avait été jadis une forme de vie tendue vers le futur et qui reparaissait maintenant dans l'espace théâtralisé du musée comme fantôme d'une utopie du passé. L'espace de l'exposition, donc, qui devait devenir celui de la présentation des projets du futur, tend à devenir, à l'inverse, celui de la présentation des témoignages de l'histoire. Et au premier rang de ces témoignages de l'histoire, il y a justement ces programmes politiques de l'art d'hier. Bon, je crois que c'est cette transformation qui était manifeste lors de la Biennale de Venise organisée en 2015 par le regretté Auqui Enwezor sous le titre « All the World's Futures ». Dans le pavillon international, il y avait une multitude de témoignages de la domination sociale et du combat social qui étaient rassemblés dans des salles autour d'un lieu central dénommé Arena, où deux acteurs lisaient 3 fois par jour un fragment du Capital de Marx. Donc, la dramaturgie de l'exposition confiait à cette lecture, à ce point central, la tâche de donner un sens global et une orientation à tous les éléments exposés dans les salles environnantes. Par exemple, la reproduction par Jeremy... Non. Ah, erreur. La représentation par Jeremy Deller du dispositif utilisé par Amazon pour contrôler la vitesse d'exécution de ses magasiniers, ou bien son jukebox qui faisait entendre les sons des usines d'hier, ou encore les dessins faits par les élèves de Rekrit Tiravania, d'après des photographies de manifestations tout autour du monde, ou encore une installation vidéo d'Isaac Julien sur le fonctionnement du capital financier. Mais la structuration matérielle du lieu ne se transformait pas en structuration conceptuelle. Le rond-point central fonctionnait en fait comme lieu de passage, ce qui fait que la lecture du Capital devenait une performance parmi d'autres, parmi toutes celles qui se renvoyaient l'une à l'autre sans point d'arrêt. Donc, on peut dire que les futurs du monde étaient devenus les témoignages de son passé. Et de fait, la théâtralisation du lieu muséal le fait fonctionner de manière dominante comme lieu d'histoire et de mémoire, comme une temporalité spécifique, située à côté, en écart, par rapport à la machinerie consensuelle étatique qui produit et qui reproduit le temps de ce qu'on appelle actualité. Bon. La relation entre passé et présent, dedans et dehors, performance artistique et action politique, fonctionne différemment donc dans la deuxième pièce que je voudrais regarder, donc une autre transformation de l'héritage révolutionnaire présentée dans le cadre de la Biennale de la Havane en 2009. Je veux parler de la performance Tatlin's Whisper, toujours Tatlin, donc présentée par Tania Bruguera. Ici, le point de référence, ce n'était plus le monument à la Troisième Internationale, c'était la tribune, cette fameuse tribune de Lénine. Autre projet non réalisé de Tatlin. Mais ce qui était reconstitué dans l'espace de l'exposition, ce n'était pas cette tribune extravagante qui voulait faire parler Lénine du haut du ciel. C'était la tribune des conférences de presse de Fidel Castro. C'était donc le dispositif de pouvoir qui, au fond, avait réduit au silence les rêves des compagnons de Tatlin et le rêve communiste d'une communauté libre et égale. Bon, la tribune, le rideau rouge du fond, les deux acteurs en costume militaire
qui posait une colombe sur les épaules des orateurs ou des oratrices, en faisait une parodie d'un discours célèbre, disons bien connu là-bas, de Fidel Castro. Mais le sens du dispositif, ce n'était pas simplement d'opposer le communisme rêvé par Tatlin à la réalité du pouvoir communiste à Cuba. C'était d'instaurer justement une performance théâtrale jouant sur l'analogie entre l'usage théâtral de la parole et son usage politique. En effet, les participants étaient invités à bouleverser justement le rôle normal de ce dispositif réglé. C'est un dispositif construit pour la parole du chef, et ils étaient invités à le perturber en venant pour 1 minute à la tribune dire librement ce qu'ils désiraient dire. Donc, en bref, les visiteurs de la Biennale étaient invités à faire comme si la liberté de la parole existait à Cuba. Mais un élément dramaturgique supplémentaire intervenait pendant la performance. Une des oratrices émettait un vœu, comme un murmure à toute vitesse, que vienne un jour où la liberté de parole à Cuba ne serait plus une performance artistique. 6 ans plus tard, Tania Bruguera décidait de faire comme si ce vœu pouvait être réalisé en reprenant la performance sur un espace public, la place de la Révolution à La Havane. Le problème, c'est qu'elle fut arrêtée préventivement et la performance fut interdite. Mais donc, on a donc un lien entre performance d'art réussie et performance politique avortée. Mais ce lien se prête à 2 sortes d'interprétations. D'un côté, on peut dire que le rapport du dedans et du dehors permit de démontrer que la liberté de parole n'existait pas à Cuba. Mais franchement, personne n'avait besoin de cette démonstration, à part éventuellement la police. Et de fait, en un sens, c'est la police qui transforma la performance en forme d'art critique. Du point de vue de l'artiste, le sens était autre. Il ne s'agissait pas de démontrer une impossibilité, mais au contraire d'étendre le champ d'une possibilité jusqu'à son point maximum, en testant son point maximum. Donc le dispositif théâtral ne révélait aucun secret, il développait une puissance d'agir. Il jouait de l'analogie entre performance théâtrale et performance politique pour créer une zone de proximité qui brouillait la frontière du possible et de l'impossible. Quelque chose était intervenu dans la sphère séparée de l'art qui ne relevait pas du rôle officiellement dévolu à l'art. Et des personnes qui n'étaient pas censées parler librement avaient décidé de le faire et de faire comme si on pouvait faire la même démonstration au dehors. C'est une fiction si on veut, mais le jeu de la fiction, ce n'est pas celui du rêve qui s'oppose à la réalité. La fiction, c'est la création d'un autre sens de réalité. Donc, en jouant sur la ligne de partage du murmure, donc entre le silence et la parole explicite, la performance muséale avait fait de la libre parole quelque chose qui était plus simplement un désir, mais une manière de faire qu'on pouvait expérimenter et qu'on pouvait partager. Elle avait créé donc une forme de sens commun dissensuel, une sphère d'expérience de la libre parole dont la capacité d'extension potentielle était indéterminée, même si sa mise en œuvre dans la sphère publique était de fait interdite. Bien sûr, cette performance prenait place dans une situation très spécifique, mais elle nous dit quelque chose de plus général sur les formes actuelles d'analogie et de proximité qui déplacent les performances artistiques sur les lieux du conflit politique ou les performances du conflit politique dans les lieux de l'art. Les performances ambiguës de l'art sur les frontières de la politique prennent sens dans un contexte où la protestation politique prend des formes qui remettent en pleine lumière la nature esthétique de l'action politique. C'est le cas des mouvements d'occupation des places ou des zones à défendre qui se sont développés depuis le printemps arabe, de Madrid à Istanbul ou de New York à Athènes et à Paris. Tous ces mouvements ont en effet mis au premier plan l'aspect esthétique immanent à l'action politique. Par aspect esthétique, j'entends pas simplement le rôle qu'ont pu y prendre des performances artistiques spécifiques, comme les chansons de Rami Essam sur la place Tahrir au Caire,
la performance du standing man Erdem Gündüz à Istanbul, la transformation d'une phrase des bonnes de Jean Genet en slogan du mouvement grec de révolte, ne vivons plus comme des esclaves, ou, plus récemment, la performance des Mariannes au sein nu, performance donc des Mariannes au sein nu, donc menée par Dina de Robertis dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Performance donc qui aboutit à cette confrontation assez spectaculaire entre deux Mariannes, ou si on veut, deux formes de féminisme républicain. Je pense pas simplement, disons, à ces manifestations spécifiques. Je pense vraiment à la forme même de ces mouvements. Bon, le silence et l'immobilité du standing man en face du portrait d'Atatürk, le silence des Mariannes au sein nu en face d'une femme gendarme, sont en quelque sorte la condensation individuelle d'une pratique collective d'usage du temps et de l'espace qui les détourne de leur fonction habituelle. L'occupation, comme pratique politique de lutte, n'est pas en effet simplement la prise de possession d'un espace. Elle est le détournement de son usage normal. L'occupation d'une place la détourne de son usage normal, qu'est la circulation des individus et des marchandises. Bon, on peut en dire de même pour l'occupation des ronds-points qui avaient été mises en place par les Gilets jaunes récemment en France, et qui est évoqué donc par ce slogan tagué sur un mur de Paris qui dit « Enfin, les ronds-points servent à quelque chose ». Effectivement, les ronds-points servent à quelque chose, mais quelque chose, bien sûr, de différent. Bon, donc on peut dire que l'occupation d'une place la détourne de cet usage normal, et même l'occupation d'une place la détourne de son usage normal, qui est de servir éventuellement à des manifestations. Bon, on sait que Occupy Wall Street a commencé par un détournement de la forme classique de la manifestation. Un certain nombre de manifestants ont décidé d'interrompre sa forme rituelle en restant sur place au lieu de circuler et en discutant entre eux au lieu de crier des slogans contre le gouvernement. Rester et discuter au lieu de se mouvoir et de crier, ça impliquait d'installer sur la place publique deux configurations spatiales qui ont une certaine parenté avec les installations de l'art, une assemblée et détente. Deux configurations théâtrales qui n'ont pas leur place dans un lieu voué à la circulation, mais aussi un type d'assemblée et un type de logement qui symbolisaient une autre manière d'être ensemble. L'assemblée, c'était une contre-assemblée, n'importe qui pouvait y prendre part, tous les participants étaient assis au même niveau et avaient un temps de parole égal. Et les tentes avaient un usage utilitaire immédiat, mais aussi les tentes symbolisaient l'opposition globale à un système économique et à la forme de vie qu'il organise. Car l'occupation, ce n'est pas simplement une dramaturgie de l'espace, mais une dramaturgie du temps. L'occupation est une contre-occupation, une rupture avec le système normal des occupations, c'est-à-dire des emplois du temps qu'organise une forme de vie dominante. Bon, c'est ce que symbolise cette pancarte brandie par un des participants à Occupy Wall Street, qu'on voyait tout à l'heure, « Lost a job, found an occupation ». Mais cette dramaturgie implique une transformation significative de la forme de l'occupation. Dans le passé, celle-ci avait été liée à la grève ouvrière et au lieu spécifique de l'usine. Dans ce contexte, elle jouait un double rôle. D'un côté, c'était une arme dans le rapport de force entre ouvriers et patrons. De l'autre côté, en tant que manifestation d'une capacité ouvrière collective sur le travail, elle anticipait un monde de l'égalité, un monde où s'exercerait la capacité de tous. Donc, le conflit de force se transformait en un conflit de monde qui l'excédait. Mais réciproquement, c'est la position occupée dans un rapport de force qui permettait de faire exister dans le présent un monde de l'égalité, au lieu d'en faire simplement un objectif lointain de combat. Or, cette articulation de deux conflits de formes différentes n'existe plus dans les occupations récentes. Elles n'ont plus lieu dans les usines comme pouvoir exercer sur la production. Elles ont lieu dans les rues, elles ont lieu à côté des sièges de ces puissances financières qui ont fermé les usines, envoyé l'industrie
l'industrie en Extrême-Orient. Donc l'Assemblée, avec son temps de parole égal pour chacun, et les tentes, qui symbolisent une opposition globale au système, sont un peu comme les membres disjoints de la forme occupation. Et elles ont compensé cette perte en survalorisant la forme de l'être ensemble et en faisant de l'occupation le maître mot d'une transformation globale des manières de vivre. Bon, c'est ce qu'a exprimé notamment l'inflation des usages du verbe occuper dans le mouvement Occupy Wall Street, Occupy Language, Occupy Imagination, Occupy Love et finalement Occupy Everything. Bien sûr, cet Occupy Everything est comme un slogan qui veut faire exister sur le mode performatif ce monde futur qui a perdu le lieu où il s'identifiait à la réalité d'un lieu et d'une force sociale. L'occupation ainsi prend le visage de la sécession. Cette sécession fait exister le monde de l'égalité à côté du monde de l'inégalité et non plus comme une force logée en son cœur. Du même coup, elle tend à rendre plus visible son aspect de performance esthétique, de fiction, si on veut, qui fait exister un monde dans un autre. Bon, certains voient dans cette évolution une transformation de la politique en manifestation théâtrale, dépourvue d'intelligence et de volonté stratégique. Mais une telle critique, je crois, oublie justement ce qui est commun au théâtre et à la politique. Elle oublie aussi que ce déplacement est l'effet d'une dissociation objective. Le conflit de monde ne peut plus s'appuyer sur le pouvoir d'une force sociale définie. Et l'affirmation de la capacité de n'importe qui ne peut plus être identifiée à l'activité d'une force sociale marchant vers un but défini. Du coup, les assemblées et les tentes des places occupées sont devenues un peu encore un autre équivalent des maquettes de Tatlin, les symboles d'un monde à venir où le monde de l'égalité n'est plus un but à atteindre au terme d'une action stratégique, mais la réalité sensible de ce monde anticipé dans la manière d'occuper un espace. Et après tout, on peut se souvenir que l'abolition de la séparation entre les moyens et les fins, l'idée d'une activité qui a sa fin en elle-même, c'est le cœur esthétique du communisme. Elle marque son héritage à l'égard de l'idée schillerienne d'une éducation esthétique de l'humanité. Et on se souvient que Marx le voyait déjà incarné dans les réunions de ces ouvriers communistes parisiens qui s'assemblaient non seulement pour discuter de leurs intérêts communs, mais pour éprouver dans le présent une nouvelle forme de vie sociale. Bon, le développement historique des États et des partis et des États marxistes avait transformé cette fin en soi en un but futur, dont des stratégies à long terme devaient d'abord créer les conditions. Mais quand ces stratégies à long terme ont elles-mêmes perdu leurs propres conditions d'existence, cette identité des fins et des moyens revient au premier plan comme principe d'un monde collectif qui affirme sa sécession à l'égard du monde de l'exploitation capitaliste et de la domination étatique. Donc, je pense qu'il n'y a pas lieu de dénoncer là, disons, une naïveté. Mais en même temps, il faut considérer la singularité du rapport qu'on trouve aujourd'hui entre les modes d'existence de l'art et les modes d'existence de la politique. D'un côté, artistes, commissaires et directeurs d'institutions ont pour mot d'ordre d'ouvrir les portes. Ils installent les conflits du monde entier dans l'espace du musée et des expositions. Ils en font le lieu de forums et de rassemblements politiques alternatifs, comme par exemple le Parlement des corps, la dernière Documenta, un anti-parlement, encore une fois. Mais cette politique qu'ils veulent y faire entrer tente, elle, à prendre au dehors la forme d'un monde séparé, dont les actions ont leur fin en elles-mêmes. Bon, donc, en fond, le rapport du dedans et du dehors, du propre de l'art et du propre de la politique, dessine alors une configuration indécise. Et bon, ça peut rappeler la confusion que j'avais tenté d'analyser il y a 15 ans, comme un tournant éthique de l'art et de la politique.
Dans mon livre, Il disagio dell'estetica, je vais analyser ce tournant comme l'effet des politiques consensuelles. Les politiques consensuelles tendaient à évacuer la dimension conflictuelle de la politique. Elles voulaient la ramener à des procédures de concertation et de gestion des intérêts communs. Elles tendaient ainsi à effacer ces formes de subjectivation de la part des sans-parts, par lesquelles les exclus s'incluaient polémiquement dans un monde commun. Le résultat est que ces exclus étaient rejetés dans le domaine de l'humanitaire. Ils devenaient des êtres abandonnés auxquels la communauté devait tendre une main, ou bien ils devenaient des victimes absolues, incapables d'exercer leurs droits, et dès lors, ces droits étaient exercés par des forces armées étrangères au nom du droit d'intervention humanitaire. Bon, ce tournant éthique de la politique me semblait trouver son équivalent dans le monde de l'art. D'un côté, les dispositifs critiques cédaient la place à des dispositifs de collection d'objets ou de symboles d'un monde commun, ou à des performances d'art relationnel qui se proposaient de réparer les failles du tissu social. De l'autre côté, ces dispositifs devenaient des témoignages d'une rencontre avec l'extrême du désastre ou avec l'altérité radicale de l'irreprésentable. Bon, la situation présente pourrait, au premier abord, sembler une forme nouvelle de tournant éthique. Et bon, on en trouverait le témoignage dans beaucoup de situations actuelles, dans les assemblées des places occupées. On sait que celles-ci ont été occupées, obsédées par un désir de communauté et de consensus qui tendait à effacer la dimension polémique de l'être ensemble politique. Bon, on peut aussi penser à ce déplacement d'une grande part des énergies militantes vers des tâches de protection, aide aux migrants et aux réfugiés, protection de sites naturels, protection de la biodiversité, protection de la planète menacée par les grands projets industriels. Et en parallèle, beaucoup de projets artistiques se proposent, aujourd'hui encore, de renouer les liens de communautés déchirées, voire les liens de l'humanité en général, ou les liens qui lient l'humanité à la terre et aux formes de la vie. Bon, le grand tissu blanc, donc, déployé sur la place Bolivar à Bogota, pourrait être le symbole de tous ces efforts de réparer, en quelque sorte, un tissu social et un tissu humain et un tissu terrestre défait. Mais je crois qu'il faut peut-être distinguer l'aspiration qui motive ces actions et les procédures par lesquelles elles sont mises en œuvre. Et en particulier, il me semble que dans les années récentes, on a vu se développer des formes d'investigation et de dramaturgie artistique qui ont effectivement brouillé les frontières entre politique et art, mais elles ne l'ont pas fait pour les noyer ensemble dans la confusion de l'humanitaire, mais au contraire pour réintroduire dans le champ de la politique des situations et des questions qui avaient été abandonnées à la compassion éthique ou à la dramaturgie de l'irreprésentable. Bon, ce tournant, je voudrais l'illustrer simplement, encore une fois, par deux exemples, deux formes récentes de conjonction de l'artistique et du politique, qui sont comme, au fond, des nouvelles formes, en quelque sorte, d'usage critique de l'architecture. Donc, deux manières de rendre l'architecture militante. Bon, je prendrai d'abord un exemple qui est très spécifique d'usage du savoir architectural. Bon, c'est la forensic architecture, ainsi nommée par l'architecte israélien Eyal Weizman. On sait comment Eyal Weizman a élargi, ou plutôt spécifié le sens normal de la notion, à savoir l'application de méthodes scientifiques à l'analyse d'un crime. Il attirait donc l'idée, au fond, comme d'une discipline particulière, appliquant le savoir architectural à l'enquête sur une catégorie spécifique de crimes, les crimes commis par des pouvoirs d'État, et des pouvoirs d'État qui, en plus, ont la capacité d'effacer les traces de leurs crimes. Donc, il a utilisé, pour dire, son savoir d'architecte, ses techniques architecturales, non plus pour construire des édifices, mais pour reconstruire des faits, en apportant des preuves d'actes d'oppression et de violence cachés ou déniés. Par exemple, en montrant la réalité, drone à l'appui, d'une spoliation des terres palestiniennes dans le Negev, ou en reconstituant
la route du bus transportant les 43 étudiants mexicains assassinés par la police en 2014. Bon, la plus significative... 15 ? Non. Bon, la plus significative de ces reconstitutions est sans doute celle de cette prison syrienne, dont la maquette exacte a été donc modelée par l'ordinateur à partir des témoignages des prisonniers. Ceux-ci y avaient été torturés, mis dans des situations de complète désorientation sensorielle. Donc, on peut dire que cette architecture est reconstituée à partir des témoignages des survivants. Mais ceux-ci ne sont plus alors des victimes témoignant de l'horreur d'un crime d'État. Ce sont des participants dans le travail de reconstitution d'une prison, alors même que la structure de cette prison leur avait été cachée. Ils se rendent à nouveau capables, au fond, d'un travail de perception et de mémoire, alors que la machine pénitentiaire voulait les en rendre incapables, à jamais. Ce qui fait que leur témoignage ne sert pas seulement à produire des maquettes exposées dans des musées d'art, ce qui effectivement arrive assez souvent, mais ça participe aussi à un processus d'enquête qui fournit des preuves devant les tribunaux internationaux ou dans les campagnes des ONG. Bon, le second exemple, disons, qui est un exemple plus simple, disons, d'intervention des architectes, mais concerne une autre situation dite humanitaire, à savoir celle des migrants qui cherchent à gagner l'Angleterre et qui s'installent en attendant donc sur les côtes françaises, en face de l'Angleterre, à côté de Calais, donc dans cet endroit qui est nommé la jungle. Bon, cette situation a donné lieu à l'action de groupes politiques et humanitaires visant à protéger ces migrants, à les secourir et à dénoncer les formes de répression policière. Mais il a aussi donné lieu à des formes spécifiques de conjonction entre art et politique. Il y a eu ainsi l'action de ces migrants qui ont utilisé une forme bien particulière de body art en cousant leurs lèvres pour dénoncer le silence d'autorité qui refusait de les entendre. Il y a eu aussi l'action d'un groupe d'architectes collaborant avec des écrivains, cinéastes, photographes, acteurs et sociologues. Ils ont d'abord mené donc sur ce territoire de la jungle un travail d'enquête. Mais cette enquête ne visait pas à témoigner de la misère des migrants. Elle voulait au contraire montrer la dite jungle comme un lieu où l'art existait déjà dans les formes de vie individuelles et collectives des migrants. Ils ont ainsi publié sur leur site des récits et des photos pour montrer que même leur baraque improvisée montrait un sens de la forme et de la beauté qui en faisait les habitants d'un monde et non des sauvages campant sur ses marges. À partir de là, ils ont imaginé un projet urbain global pour bouleverser la topographie matérielle et symbolique de ce territoire. Il y avait là, jusque-là, juxtaposé une petite ville provinciale respectable et un camp de migrants. À la place, leur projet concevait une ville intégrée, une ville cosmopolite de l'avenir, disait-il. Donc, ils ont dessiné le projet, calculé les coûts et publié les plans sur leur plateforme informatique. Et puis, ils ont franchi encore un pas. Ils ont publié ces plans dans un journal qui était en fait un fake, une contrefaçon du journal publié par la municipalité de Calais. Dans ce faux journal de la mairie, ils publièrent aussi la lettre du maire, que le maire n'a pas écrite, et les réponses données par le président de la République française dans une rencontre avec les habitants qui n'avait bien sûr jamais eu lieu. Donc, une situation normalement incluse dans la configuration du secours humanitaire devenait l'objet d'un projet architectural critique selon une dramaturgie politique qui interpellait directement les autorités. Bon, bien évidemment, leurs projets sont restés des projets, encore une fois, comme des maquettes de Tatlin, et les autorités ont répondu à la provocation de la façon la plus simple, à savoir en envoyant des bulldozers raser le camp. Donc on peut dire de la même façon que les enquêtes de la Forensic Architecture n'ont pas fait cesser la torture en Syrie ou les spoliations en Palestine. Cependant, ces formes d'action témoignent, je crois, d'un contre-mouvement
qui use des moyens de l'art pour réintroduire sur le terrain du conflit politique des situations et des conflits qui avaient été relégués sur le territoire de l'humanitaire. Donc, elle témoigne de relations entre la sphère politique et la sphère artistique qui ne sont pas réductibles à cette confusion éthique que j'analysais il y a 15 ans. Il ne s'agit pas de confusion, mais plutôt de déplacement entre les sphères et d'échange de procédures et de dramaturgie. On a ainsi vu ces dernières années toute une série de dispositifs, d'enquêtes, de performances qui s'inscrivent dans un univers où les usages de l'art sont aussi mouvants que les lieux de la politique. Et le fait est bien sûr que le paysage global où art et politique prenaient leurs repères et testaient leurs inventions a changé. Disons, ce paysage global n'est plus structuré autour de ces centres traditionnels, le pouvoir d'État conçu comme la forteresse à prendre d'assaut, et l'usine conçue comme le cœur commun de l'exploitation capitaliste et de la force révolutionnaire. La subversion politique a tendu à se déplacer vers les places occupées ou vers les communes installées dans les zones à défendre. L'art lui-même s'est mis à circuler entre les musées, les usines abandonnées, les entrepôts désaffectés et les places publiques. Ces deux phénomènes témoignent également d'une nouvelle topographie. D'un côté, cette topographie, c'est l'effet de l'offensive nouvelle du capitalisme dit néolibéral, qui a délocalisé les industries, dispersé les travailleurs, créé des formes de pouvoir supranational inaccessibles et imposé sa loi à toutes les formes de vie et d'expérience. Mais cette extension rend aussi impossible justement de désigner une place où l'art et la politique devraient se trouver. Impossible de désigner un centre à partir desquels les places de l'art et de la politique devraient être pensées. Si le capitalisme étend son emprise sur tous les lieux et toutes les formes d'expérience et de vie, ça veut dire aussi que cette emprise peut se trouver contestée en n'importe lequel de ces lieux. Et se trouver contestée par des mouvements qui ne se contentent pas simplement de résister, mais qui créent des formes d'expérience collective alternatives. Les assemblées des places occupées, les collectifs autonomes créés pour défendre des sites et des formes de vie menacées, les espaces sociaux libres voués à une organisation autonome de la production, de l'échange, de l'éducation ou de la santé, les sites des combats contre les expulsions, etc. Dans tous ces lieux, il est question à la fois de lutter contre les dommages infligés aux humains et leurs conditions de vie, mais aussi de construire des formes de vie alternatives par rapport à la machine de destruction. Bon, on peut donc appeler ce souci éthique dans la mesure où il porte sur la construction ou la reconstruction de formes de vie. Mais il s'agit, je crois, de moins en moins d'un vague souci, disons, pour le bien commun, un souci qui effacerait le conflit. Ça prend de plus en plus la figure d'une multiplicité de constructions de mondes polémiques où l'être ensemble ne peut plus être dissocié de l'être contre, ni être rejeté dans un être à côté. Je crois que c'est cette topographie en mouvement qui donne leur place aux multiples formes d'enquête et aux multiples dramaturgies par lesquelles des artistes aujourd'hui brouillent les frontières séparant la pratique de l'art, d'autres pratiques, la pratique politique, l'investigation scientifique ou la recherche archivistique, pour essayer de reconstruire le tissu d'une histoire commune. Dans ce contexte, l'art n'est ni la fabrique produisant les formes d'un monde nouveau, ni le théâtre produisant les formes de conscience requises pour le combat. Il est un espace de passage, de recherche, de traduction et de déplacement, prenant part à un processus de recomposition dont il faut bien dire aujourd'hui que le futur n'est pas prédictible. Je m'arrête là, merci de votre patience.